sur ma chaîne secondaire, Nolwenn Youri. Je suis auteure de fiction, plus particulièrement de recueils de nouvelles fantastiques, drames psychologiques, horrifiques, et je mets surtout en scène dans mes ouvrages des parcours d'enfants, qu'ils soient victimes, bourreaux. Je vous présente mes livres ici. Donc qu'il s'agisse de recueils de nouvelles, de livres enfants ou de romans, ainsi que mes collaborations illustrées que je vous présente ici. Beaucoup d'entre vous me connaissent par rapport à ce type de dessin, ce type d'illustration, mais il faut savoir que mon univers visuel correspond plutôt à celui-ci. Si j'ai décidé de réactiver ma chaîne secondaire, c'est pour partager avec vous mon univers artistique, l'envers du décor, voir avec vous comment j'ai pu créer mes livres, de quoi je m'inspire, pourquoi j'ai choisi l'univers enfantin. Et surtout, je souhaiterais partager avec vous mes inspirations. Donc tout ce qui concerne l'univers des enfants, des faits divers, du paranormal, des disparitions, des crimes. Et vous dis à très vite pour inaugurer cette première série sur les enfants tueurs. Je vous accueille, comme promis, avec ma première série que je consacre au duo d'enfants tueurs. Au départ, je voulais vous parler des enfants tueurs tout court, mais il y en a énormément, énormément. Et sur une vidéo de 15 minutes, c'était impossible de parler de tous. Donc j'ai dû faire 3 choix. Privilégier les histoires que l'on a très peu vues, voire pas du tout sur le YouTube francophone. Me consacrer plutôt au duo, parce que le fait qu'ils soient deux m'a toujours fascinée. Parce que je me dis comment 2 personnes, quelle que soit la relation qu'ils ont, le lien qu'ils ont, comment ils arrivent à se mettre en accord, se tirer l'un l'autre, agir ensemble pour commettre un crime, des méfaits. Je vais vous raconter 3 histoires qui m'ont particulièrement marqué. Si ces histoires vous ont plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je puisse continuer cette série et pourquoi pas développer par la suite, plus particulièrement les histoires de chacun. Je vous dis à tout de suite. Née le 26 mai 1938, Pauline Parker était la 2e fille du couple Herbert et Honora Ripper. Juliette Marion Hulme, quant à elle, est née le 28 octobre 1938 à Blackheath à Londres. Elle est la fille d'Henry Hulme, astronome, physicien nucléaire et mathématicien, et d'une mère de confession presbytérienne. Les deux ont connu un début de vie assez difficile pour des problèmes de santé, puisqu'à l'âge de 5 ans, Pauline Parker a été hospitalisée pour une ostéomélite, une infection de la moelle osseuse invalidante. Bien qu'elle ait survécu au traitement douloureux, elle a souffert de douleurs chroniques aux jambes tout au long de sa jeunesse. Quant à Juliette Hulme, elle a été hospitalisée pour la tuberculose lorsqu'elle était enfant et envoyée dans les Caraïbes dans l'espoir que le climat plus chaud serait bénéfique pour sa santé. Ce fut le cas. Les deux sont rapidement devenus inséparables suite à leur scolarité ensemble à la Christchurch Girls High School. Les 2 filles faisaient preuve d'imagination débordante et ont rapidement créé un monde fantastique bien à elles. Elles passaient des heures à concocter des histoires et faisaient des plans pour une vie de gloire et de fortune en tant qu'actrices en Amérique. Alors que les 2 familles étaient initialement satisfaites de leur amitié, elles se sont vite inquiétées. En effet, la codépendance des 2 demoiselles semblait bien trop excessive. La rechute de Juliette Hulme, à nouveau hospitalisée pour la tuberculose, fut l'occasion de mettre de la distance entre les 2, même si elle continuait à s'écrire tous les jours. À sa sortie d'hôpital, leur relation a repris avec la même intensité. Exaspérés, les parents de Pauline Parker l'ont emmenée voir un psychiatre qui les a informés qu'il soupçonnait le couple d'avoir une relation homosexuelle. C'est à cette époque que Pauline et Juliette ont découvert que la mère de Juliette avait une liaison avec leur locataire Walter Perry. Alors que le mariage des parents de Juliette s'est rompu, les Hulme ont décidé que Juliette quitterait la Nouvelle-Zélande avec son père. Pauline et Juliette étaient paniquées par cette décision et espéraient rester ensemble. Les 2 groupes de parents ont catégoriquement refusé cette suggestion. Selon le journal de Pauline, les filles ont commencé à planifier le meurtre d'Honora Ripper au début de juin 1954. Le 22 juin,
Honora a amené Pauline et Juliette au parc Victoria. Sur le chemin, elle l'agresse à tour de rôle avec une rare violence, à l'aide d'une brique enfouie dans un bas en tissu. Peu de temps après, les deux filles sont reparties en courant au kiosque, couvertes de sang et criant au secours. La police a été appelée et le corps d'Honora a été retrouvé sur le chemin. Cette nuit-là, la police a retrouvé le journal de Pauline. Le lendemain, les adolescentes ont été arrêtées et le 28 août 1954, elles ont été condamnées pour meurtre. Juliette Hulme est envoyée à la prison de Mount Hayden à Auckland, où elle passe 5 ans. Libérée en 1959, elle change son nom pour celui d'Anne Perry. Elle deviendra sous ce nom une auteure reconnue et son passé ne sera retrouvé qu'à la suite de la sortie du film Créature céleste de Peter Jackson. Anne Perry s'est imposée comme l'un des meilleurs écrivains, policiers, historiens britanniques. Elle a également effectué quelques incursions dans le domaine de la littérature fantastique et de la littérature d'enfance et de jeunesse. Elle vit désormais dans une petite communauté isolée en Écosse. Quant à Pauline Parker, qui avait passé environ 5 ans à la prison de Paparoa près de Christchurch, elle a choisi la Grande-Bretagne pour commencer sa nouvelle vie. Elle vit désormais sous le nom de Hilary Nathan et vit dans un village près de Rochester en Angleterre, où elle dirige une école d'équitation pour enfants. Elle y vit discrètement et quasi recluse. L'affaire a été très médiatisée dans le pays. On la surnomme encore aujourd'hui le meurtre le plus célèbre de Nouvelle-Zélande. En 1998, Andrew Golden et Mitchell Johnson habitent à Jonesboro, une ville de 45 000 habitants située dans une zone rurale de l'Arkansas. Les églises fondamentalistes y sont légion, tout comme les amateurs d'armes à feu. Dans l'Arkansas, de nombreux enfants apprennent dès le plus jeune âge à tirer. Andrew Golden est de ceux-là. La mère de Mitchell, originaire du Missouri, s'installe à Jonesboro après s'être mariée. Elle initie son fils à l'usage de la carabine. Elle lui offre même un stage de tir de 3 semaines. Les deux garçons se lient d'amitié dans le bus qui les emmène chaque jour au collège de Westside. Les enseignants les décrivent comme des garçons polis, sans problème. Mitchell est même enfant de cœur. Mais leurs camarades de classe dressent un portrait totalement différent. Les deux adolescents sont marginalisés et ne parviennent pas à s'intégrer à l'école. À 13 ans, Mitchell Johnson s'emporte facilement. Il a développé une certaine admiration pour les gangs et écrit sur les bus le nom des Crips, l'un des plus violents groupes des États-Unis. C'est un peu un psychopathe, assure l'une de ses camarades. Le lundi 23 mars 1998, plusieurs élèves entendent les deux adolescents proférer des menaces. Ils menacent de régler leurs différends d'une manière radicale. Andrew Golden affirme qu'il veut ouvrir le feu dans l'établissement. Une rumeur court aussi au sein du collège. Mitchell Johnson est en colère parce qu'une de ses camarades, Candace Porter, aurait rompu avec lui. Mitchell Johnson, remonté, assure à son camarade Dustin Campbell « Tous ceux qui me détestent, tous ceux qui ne m'aiment pas vont mourir. » À une autre élève, Melinda Hanson, il déclare « Vous découvrirez demain si vous vivrez ou mourrez. » Tous ont cru à des paroles en l'air. Ce n'était pas le cas. Le lendemain, au petit matin, Mitchell Johnson retrouve Andrew Golden près de la maison de ses grands-parents. Sans un bruit, les deux garçons repartent avec 4 pistolets et 3 fusils, ainsi que plusieurs milliers de munitions. Mitchell Johnson emprunte une ancienne voiture de sa mère et se rend dans les bois situés près du collège de Westside. Andrew Golden est, lui, déjà en cours. Puis après la pause déjeuner, le garçon dit se sentir mal et sort de classe. Au détour d'un couloir, il déclenche l'alarme incendie et file rejoindre son complice dans les bois. L'embuscade est tendue. Croyant à un exercice, élèves et enseignants sortent progressivement dans la cour. Juste en face des bois, soudain, un bruit sec. Sous le couvert des arbres, Andrew Golden et Mitchell Johnson ouvrent le feu sur leurs camarades. Les tirs s'accélèrent. En moins de 15 secondes, 26 coups sont tirés. Au total, 5 personnes sont tuées. 9 autres sont blessées. Très vite, la police arrive sur les lieux et intercepte les 2 tireurs dans les bois.
Andrew Golden et Mitchell Johnson comparaissent devant le tribunal en août 1998. Ils sont escortés par une importante garde rapprochée car les victimes de l'attaque et leurs proches bouent de colère en attendant le procès. Andrew et Mitchell sont condamnés à être placés en centre de détention pour mineurs. À leur libération, à leur majorité, soit 21 ans, et suite à de nombreux démêlés judiciaires, ils furent à nouveau condamnés pour d'autres méfaits. Andrew Golden, quant à lui, est décédé dans un accident de voiture en juillet 2019. Merci d'avoir partagé ce triste moment avec moi, que ces 3 histoires vous poussent à la réflexion, vous amènent à vous poser des questions. Et si une histoire vous a particulièrement plu, ou les 3, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, afin que je puisse développer plus précisément leur histoire. Parce qu'effectivement, sur 15 minutes, je n'ai plus que vous faire un rapide résumé. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram, que j'afficherai ici. Et surtout à vous abonner à ma chaîne pour vous permettre de recevoir les notifications et connaître notre prochain rendez-vous. À très bientôt.